Bonjour à tous. Bonjour aux nombreux participants qui se sont déjà connectés avant même le début de ce webinaire qui va durer pas plus de 45 minutes. Je souhaite tout d'abord remercier le docteur Thierry Lamarck pour sa présence. Nous l'avons extrait de ses activités professionnelles pour venir parler de la valorisation de son expérience. Je remercie mon collègue, le professeur Pierre-Jean Bengozi, qui est le professeur référent, c'est-à-dire le professeur qui coordonne le groupe d'IBA de Paris. Je remercie aussi Frédéric de l'équipe support qui a organisé ce webinaire. Alors, la question centrale de ce webinaire porte sur comment valoriser son expérience professionnelle. Parce qu'en fait, le DBA s'adresse à des managers qui ont une expérience professionnelle. Aujourd'hui, nous avons plus de 220 managers venant de 55 pays différents qui sont inscrits dans notre programme de DBA. Et donc, à cette question de la valorisation de l'expérience professionnelle, nous donnerons plusieurs regards, nous apporterons plusieurs regards, le regard du praticien, le regard de l'académique, et puis également un regard lié au programme de DBA lui-même. Alors tout d'abord, quelques conseils techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'échanger avec nous au travers des fonctions de questions et réponses. Un certain nombre de conseils techniques vous sont donnés maintenant. Compte tenu du nombre de personnes connectées, les micros sont coupés, mais vous pouvez à tout moment interagir avec nous, soit avec la fonction questions-réponses, soit via le chat, et nous répondrons bien sûr à toutes les questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous aurez sur la dernière diapositive les mails et l'adresse du site web. Alors, mon nom est Michel Kaluka, je suis le président du Business Science Institute et à la question comment valoriser son expérience professionnelle, je voudrais partir d'un certain nombre de constats qui sont des constats liés à la situation actuelle de la formation et également du marché du travail. Ce qu'on observe d'abord, c'est une forme de banalisation des masters et les MBA. Et de ce point de vue-là, la situation a changé de façon tout à fait importante depuis plusieurs décennies. Avant, les MBA étaient relativement exceptionnels dans les entreprises. Aujourd'hui, dans les entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, tous les managers sont titulaires d'un master ou d'un MBA. Donc, il y a une forme de différenciation, ce qui signifie donc que ces diplômes-là ne permettent pas une différenciation des profils. Ça, c'est un premier constat que l'on fait. Un deuxième constat que l'on fait, que l'on observe, c'est quand on parle avec des managers qui ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, il y a une volonté à un moment donné de trouver du sens, un nouveau sens à la vie professionnelle, peut-être un nouveau regard, peut-être aussi l'idée de capitaliser. Et donc, il y a chez beaucoup de managers, dans la moyenne d'âge, disons 45 ans, il y a une recherche de quête de sens, un besoin de prendre du recul, un besoin souvent l'expression revient, j'ai envie de ne plus avoir le nez dans le guidon, j'ai envie de réfléchir sur ce qu'est mon travail, ce qu'est ma vie professionnelle. Et donc ça, c'est un élément qu'on constate beaucoup, non pas chez les jeunes managers, mais chez les managers ayant une expérience de 10 à 20 ans. Ce qu'on observe aussi souvent, c'est qu'un certain nombre de managers ayant de l'expérience, parfois une expérience un peu plus longue, ont une volonté de transmettre cette expérience, de transmettre à des jeunes étudiants, soit en intra-entreprise, soit en inter, et notamment dans les séminaires de formation ou au sein des business schools, au sein des universités. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que on observe lorsque l'on veut enseigner qu'avoir pris du recul est quelquefois tout à fait utile par rapport à sa propre expérience professionnelle. Et puis le dernier élément de constat que je voudrais formuler, mais là on est aujourd'hui dans un élément qui est tout à fait évident, c'est qu'on est face à des crises qui sont des crises multiples. Alors je ne vais pas en faire la liste, mais on est sorti du Covid, mais c'est quand même une crise qui a profondément marqué à la fois le comportement des managers, la façon dont les entreprises sont organisées. On est alors depuis plus longtemps face à des crises qui sont des crises climatiques, dont on sait que les réponses à ces crises
nécessitent des changements qui sont des changements profonds. Et puis, depuis 2 ans, l'actualité en Europe de l'Est, l'actualité au Moyen-Orient, montre qu'on est face à des crises géopolitiques qui remettent en cause la conception qu'on avait de la mondialisation, la conception qu'on avait de la libéralisation. Et toutes ces crises, finalement, remettent en cause un certain nombre de connaissances acquises, les connaissances sur étagère qui sont disponibles sur Internet ou dans un certain nombre de programmes de master. Et donc, il y a une remise en cause des modèles passés qu'on a enseignés, des modèles passés sur lesquels on a longtemps réfléchi et pris des décisions. Et finalement, fort de ces constats, notre point de vue est que le DBA, Doctorate in Business Administration, peut être une forme de réponse. Et on a eu l'occasion d'organiser il y a quelques mois, en 2023, pour le FMD, European Foundation for Management Development, et pour l'executive DBA Council, qui est aux USA, on a eu l'occasion de piloter une enquête auprès de plus d'une centaine de doyens et de présidents de business school, en leur posant notamment une question sur comment est-ce qu'ils voyaient l'évolution du marché du DBA. Alors, ces personnes sont a priori des personnes qui ont un regard sur l'executive education, sur la formation des managers, sont des personnes qui ont un regard tout à fait affûté sur les évolutions que l'on peut escompter. Et on avait été très surpris par les réponses. Près de 30% répondaient que ce marché du DBA allait se développer de façon très significative. Près de 60% considéraient que de toute façon, oui, une croissance était au rendez-vous. Et donc, ça signifie que on est aujourd'hui dans un contexte où le DBA est en phase d'émergence, il va passer en phase de croissance, et il est dans la situation où était le secteur du MBA il y a quelques décennies. Et donc, notre idée au Business Science Institute, c'est que le DBA est vraiment une formation qui permet de répondre à un certain nombre de défis managériaux. Et on l'a en partie vérifié. On vient de publier un ouvrage, 80 récits d'impact du DBA, qui repose sur une enquête auprès de 80 diplômés, 80 alumni. Et ce qu'ils nous disent très clairement, c'est que le DBA est plus qu'un diplôme, c'est un processus de transformation qui génère un impact, à la fois un impact individuel, mais aussi un impact professionnel. Et puis pour certains qui ont des responsabilités dans des gouvernements ou dans des administrations, un impact sociétal. Et donc, c'est intéressant de considérer que le DBA aujourd'hui, c'est pas seulement un diplôme, c'est pas seulement une peau d'âne, c'est un processus de transformation des managers qui permet d'apporter une réponse à un certain nombre de défis, à un certain nombre de constats que j'ai précisés en amont. Voilà ce que je souhaitais en introduction vous dire et pour vous indiquer que finalement le DBA est une opportunité de prise de recul, une opportunité de réflexion tout à fait différente. Alors, sur ce, je me propose de passer la parole à mon collègue, le professeur Pierre-Jean Bengozi, qui va se présenter. Oui, écoutez, merci professeur Kalika. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Donc, je suis le professeur Pierre-Jean Bengozi. Donc, je suis directeur de recherche émérite au CNRS et à l'École Polytechnique de Paris, et donc professeur référent des promotions de Paris. Et je suis très heureux à la fois, et j'espère vous accueillir très prochainement dans cette nouveau cycle Paris 9 qui ouvre dans les semaines qui viennent. Et ça me semblait intéressant et important de revenir après l'intervention du professeur Kalika sur finalement qu'est-ce qu'on essaye de faire passer dans le cadre de ce DBA et quel type de formation et pourquoi finalement produire du savoir, de la connaissance et qu'est-ce que sont les sciences de gestion. Alors, la gestion, c'est un peu comme un métier d'ingénieur. Moi, je trouve que j'ai une formation d'ingénieur à toute base et je retrouve les mêmes choses, c'est les sciences pour l'action. C'est-à-dire que c'est une perspective qui vise à penser en même temps la capacité d'analyser les contextes dans lesquels se passent les situations ou les problèmes qu'on a à rencontrer très concrètement, même que vous, comme manager,
vous affrontez, et d'ailleurs qui ont vocation à servir souvent de sujet pour votre projet de thèse. C'est ensuite se dire par rapport à ces problèmes, finalement, quels sont les objectifs que je me donne? Résolution de difficultés, résolution de problèmes, niveau de performance, production ou création de biens, etc. Comment je vais définir les processus pour réaliser ces objectifs, faire fonctionner mon organisation, mon entreprise, ma structure. Et puis, comment j'articule à la fois ces objectifs collectifs avec des comportements individuels. On parle parfois des parties prenantes, ça peut être des salariés, ça peut être des gens extérieurs à l'organisation, etc. Parce que finalement, les sociétés humaines, elles sont faites d'êtres humains. Elles sont faites d'êtres humains qui ont chacun leurs ambitions, leurs projets, leurs problèmes éventuellement personnels, etc. Et donc, la gestion, c'est quoi? Et ce qu'on essaye de construire dans les différentes thèses, quels que soient les sujets, c'est à la fois une théorie, mais aussi une pratique de l'action. Et pour ça, je disais, la science pour l'action, on a besoin de connaissances formalisées, on a besoin de concepts, de notions dont les uns et les autres pouvons nous saisir pour obtenir des stratégies qui soient efficaces, pour travailler efficacement. On a besoin de savoir articuler à la fois des modèles idéaux, des théories, avec des situations concrètes. Et ça, on le fait, y compris d'ailleurs dans la manière dont on conçoit l'organisation du Business Science Institute, des différents modules, etc. On a des visions de qu'est-ce que c'est qu'une bonne organisation, qu'est-ce que c'est qu'une organisation décentralisée, répartie, qui permet d'agir et de monter des programmes avec des professeurs qui sont dans différents endroits, etc. On y reviendra. Et pour ça, donc, on a un modèle d'organisation qu'on va concrétiser sur des programmes de formation. Et donc ça veut dire que sur chacun des questions qu'on se pose, il y a des connaissances et des réponses à construire. Et d'une certaine manière, le DBA, il vise à vous accompagner dans ce processus de construction de réponses et de connaissances. Alors, c'est à la fois, finalement, un moyen et une opportunité au niveau individuel pour vous qui souhaitez vous inscrire dans ce programme, de valoriser votre expérience professionnelle, mais aussi de la valoriser en produisant des savoirs de gestion qui puissent être utiles à vous-même, mais aussi à d'autres. Alors ça, c'est d'abord un enjeu économique et intellectuel. C'est un enjeu économique et intellectuel parce que le professeur Calica l'a dit, on est dans un environnement qui sont très complexes, qui évolue très très rapidement. Regardez aujourd'hui, dire toutes les activités sont percutées par ChatGPT, par l'intelligence générative et générale. Il y a un an, personne ne savait de quoi il s'agissait, sauf quelques spécialistes. Et je suis sûr que dans un an, on aura encore d'autres transformations, etc. Donc cette capacité de s'adapter, de transformer à la fois ses pratiques personnelles et ses structures organisationnelles à ces transformations, ça fait partie des enjeux qui sont importants et qui peuvent challenger, je veux dire avec un mot qui n'est pas très beau, mais qui peuvent challenger toutes les organisations. On parlait de ChatGPT à l'instant. On va prendre un exemple. Dans le cadre du Business Science Institute, on est en train et on vient de monter un programme de formation justement pour accompagner les doctorants managers dans leur capacité de se servir de ChatGPT, non pas pour produire de la fausse connaissance, mais au contraire pour s'en servir efficacement dans leur manière de penser les problèmes et de construire des réponses. Alors, ça, c'est le premier point, c'est situer les enjeux. Le deuxième point important dans une thèse, c'est de savoir poser les bonnes questions. Une bonne thèse, c'est d'abord une bonne question que l'on pose. Et par rapport à ça, une fois qu'on a posé la bonne question, il faut construire les réponses et donc se poser en tant que manager et en tant que doctorant manager comme producteur de savoir. En général, les gens qui produisent des savoirs en gestion, c'est soit des spécialistes, des enseignants-chercheurs, des spécialistes de la gestion, ce que j'appelle des académiques gestionnistes, mais ça a été aussi dans l'histoire de la gestion, dans l'histoire des entreprises, ça a été souvent des managers qui ont construit des savoirs et des connaissances extrêmement importantes à partir de leurs pratiques. Des auteurs extrêmement connus qui ont connu des échos considérables par leurs travaux comme Frédéric Taylor, Henri Fayol, Henry Ford, sont tous non pas des chercheurs, non pas des professeurs, mais étaient des praticiens qui ont su formaliser des connaissances à partir de leurs pratiques. Et c'est ça qu'on essaye de faire
plus modestement que ces trois grands auteurs, mais après tout, il faut être ambitieux, hein, intellectuellement parlant. C'est ça qu'on essaie de construire avec les docteurs managers du Business Science Institute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part, pour nous, les accompagner pour qu'ils puissent construire ces réponses, construire ces connaissances en s'appuyant sur méthode, sur rigueur, ce qui est le propre d'une démarche scientifique. Donc faire des allers-retours entre à la fois la pratique que vous pouvez avoir comme manager et puis les savoirs qui existent déjà, parce que il y a des travaux, il y a de recherches, etc., qui ont permis déjà d'avancer sur ces connaissances-là. Et donc de construire des méthodes d'investigation à partir de démarches scientifiques éprouvées. La recherche, c'est un travail de professionnels. Vous êtes des professionnels. Pour aborder une nouvelle activité, il faut le faire avec les professionnels. Et puis, je crois qu'on n'a pas. Je crois que Frédéric, il faudrait qu'on passe au slide suivant. Voilà. Et puis le deuxième, le dernier point, c'est que d'une part, dans le doctorat, dans le DBA, il faut savoir s'appuyer sur la méthode et des rigueurs. Mais pourquoi? C'est pas simplement faire des exercices de style, c'est pour produire des connaissances qu'on pourrait appeler des savoirs actionnables, c'est-à-dire des savoirs qui ne soient pas simplement théoriques, mais qui puissent être mis en pratique par des managers, soit vous-même, soit vos collègues, soit vos pairs, soit d'autres personnes dans votre environnement professionnel, et des savoirs qui aient un impact individuel et impact sur les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire établir des faits, établir des constats. Ça veut dire définir des critères, des critères de gestion, des critères de comportement, des bonnes pratiques. Ça veut dire élaborer des grilles d'analyse. Et puis, ça peut vouloir dire aussi construire des modèles, des faits stylisés, des typologies qui aident à comprendre le monde. Tout ça, c'est des types de résultats que produisent les docteurs managers du Business Science Institute. J'étais très rapide pour situer à la fois qu'est-ce que c'est que les sciences de gestion, comment le doctorat permet de répondre à ces enjeux et quel type de savoir on produit. Merci beaucoup, professeur Pierre-Jean Bengozzi. Je voudrais rebondir sur la capacité à gérer la complexité. Quand on a réalisé les 80 interviews, ce qui revient de façon récurrente, c'est que les docteurs nous disent, je réfléchis différemment. Je pense les réalités managériales auxquelles je suis confronté de façon différente et je suis capable de gérer cette complexité. Il y a donc véritablement une transformation qui est de nature cognitive. Et ça répond tout à fait ça illustre tout à fait ce que vous indiquiez. Alors maintenant, on a eu le point de vue des professeurs, le point de vue des académiques. Maintenant, c'est intéressant d'avoir le point de vue des praticiens. Docteur Thierry Lamarck, je vous passe la parole pour vous donner un témoignage sur votre propre expérience. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'intervenir pendant ce webinaire. Je remercie les professeurs Kalika et Bengozi hein, de m'y avoir invité. Donc l'idée, effectivement, c'est de partager avec vous sous forme de retour d'expérience et de vous faire part de ma vision de ce qu'est et ce qu'apporte ce programme de DBA. Et en commençant peut-être effectivement par la perception de votre écosystème. Le professeur Kalika parlait de parcours transformatif et effectivement, ce que l'on observe et ce que j'ai pu observer à titre personnel, après avoir suivi ce programme et après avoir soutenu ma thèse en septembre 2018, c'est une visibilité étendue grâce effectivement à ce programme qui est différenciant, alors que, comme ça a été dit précédemment, le MBA ne l'est plus. Il l'était il y a une trentaine d'années de ça, lorsque les premiers programmes de DBA sont apparus en France. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a plus de 400 programmes de MBA en France, et la différence ne se fait plus par ce diplôme-là, par le MBA.
Un autre aspect, c'est une légitimité renforcée dans votre domaine de compétences parce que vous allez passer plusieurs années à réfléchir à un sujet que vous connaissez probablement déjà très bien et qui va vous apporter une crédibilité, un surcroît de crédibilité important dans votre écosystème. En définitive, il me semble que le titre de Doctor of Business Administration permet d'être perçu par son écosystème comme un expert sur un sujet bien spécifique qui sera le sujet de votre thèse. Et ça permet vraiment d'avoir cette connotation d'expert sur un sujet précis. Et en définitive, ce programme permet et donne la capacité à imaginer, à mettre en œuvre des solutions inédites et non pas à partir d'une boîte à outils toute faite telle qu'on peut la voir sur des programmes de MBA, mais d'avoir la capacité à trouver des solutions inédites dans un monde changeant sur des problématiques qui sont complexes. Et c'est la perception que j'ai pu avoir après avoir suivi ce programme. Alors, pour revenir au titre de ce webinaire, l'idée, c'est de partager avec vous également euh, les façons, les pistes de valorisation de mon expérience que j'ai pu mettre en pratique grâce au DBA du Business Science Institute. Alors, je vais aller très vite parce que on ne va pas pouvoir regarder chaque item à la loupe. J'ai essayé d'organiser, on ne se refait pas, d'organiser ces valorisations-là selon deux axes, hein, un abscisse, l'univers académique, avec une valorisation qui procède plutôt de cet univers-là, et puis des valorisations plutôt sectorielles et dans l'univers professionnel. Alors, dans l'univers professionnel, pour commencer par les ordonnées, euh, le DBA m'a permis d'accéder à des revues sectorielles. Alors, il se trouve que, j'aurais pu le dire en présentation, je dirige deux sociétés de conseil en fusion-acquisition à Paris. Et j'ai pu devenir, par exemple, chroniqueur dans une revue qui fait référence dans le domaine et qui s'appelle Fusion Acquisition Magazine, tout simplement. Avec un professeur universitaire très connu dans le métier qui s'appelle professeur Olivier Meyer. Des missions d'experts, mission d'experts, c'est bien sûr du consulting, mais c'est aussi des missions d'experts auprès de tribunaux. Ça peut être des missions d'experts au sein de conseils d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Ça peut être expert auprès de fonds d'investissement qui sont toujours intéressés par des expertises dans tel ou tel domaine. Des conférences métiers que j'ai pu mettre en place après le DBA, encore une fois en bénéficiant de cette dimension d'expert que j'avais pu développer pendant mes travaux de recherche, et bien sûr les réseaux sociaux qui sont devenus indispensables. Alors si on regarde plutôt du côté académique, j'ai eu la chance de pouvoir publier avec ma directrice de thèse trois papiers dans des revues scientifiques, la revue française de gestion, finance, contrôle et stratégie et management international, qui est la revue d'HEC Montréal. Et donc, on a eu la chance avec professeur Bérangère Deschamps, ma directrice de thèse, de pouvoir publier dans ces revues. Des communications, bien sûr, à l'occasion de colloques et de séminaires pendant mon parcours doctoral. Et j'ai rejoint également un groupe de recherche thématique qui s'appelle Business Transfer, et qui me permet de rester en contact avec plusieurs dizaines de chercheurs dans le monde sur le sujet du M&A, des fusions-acquisitions. Et puis entre les deux mondes, des valorisations que j'ai fait apparaître en vert, parce qu'elles sont issues, elles procèdent des deux univers probablement, des ouvrages spécialisés, parce qu'on apprend aussi à écrire hein, lorsqu'on rédige une thèse, euh, des formations sur des sujets très particuliers, toujours dans le domaine de recherche. Par exemple, j'ai été invité par le professeur Alain Meillard à l'IAE de Bordeaux pour intervenir auprès de son master entrepreneurial. Et puis, je participe modestement à des jurys de thèse en tant que suffragant, c'est-à-dire en tant qu'expert, selon les sujets de thèse qui sont soutenus par les uns et les autres.
Et j'ai la chance également de participer au jury du prix de thèse Sphinx. Et c'est toujours un plaisir de participer à ce type de jury. Donc voilà quelques pistes. Ça n'est pas exhaustif, ça n'est que mon expérience personnelle. Chacun d'entre vous fera son propre chemin, mais ça montre en tout cas la richesse et l'impact que peut avoir un DBA au-delà du diplôme, comme le professeur Kalika l'indiquait. Merci, merci docteur Thierry Lamarck, pour cette représentation extrêmement parlante. On va noter la source, on va noter que vous êtes l'auteur de ce schéma. Ce schéma est extrêmement parlant et il montre l'impact à la fois sur l'univers professionnel et sur l'univers académique. Et c'est intéressant, on le reprendra. Bon, Euh, alors, il n'y a pas de on va en copyright, rajouter. hein. Il n'y a pas de copyright. Et on vous citera. Et donc, ce qui montre d'ailleurs que, si j'ai bien compris, on ne s'arrête pas de réfléchir, on ne s'arrête pas d'écrire après la soutenance, si j'ai bien compris. C'est pire que ça. On a du mal à arrêter de travailler le week-end parce que lorsqu'on rédige une thèse, très souvent on travaille le week-end parce que c'est en exécutive. Et après, ce qui est le plus difficile, c'est d'arrêter de travailler le week-end parce qu'on a tellement pris l'habitude de le faire que c'est pas très simple. Ouais. Et donc, en tant qu'associate researcher au Business Science Institute, bah, vous continuez à publier, vous continuez à être actif. Alors, peut-être avant de parler du programme de DBA plus en détail, on peut prendre un certain nombre de questions qui nous sont posées. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne, soit sur la fonction QR, soit sur la fonction chat. Alors, j'ai reçu plusieurs questions. La première est c'est comment choisit-on son sujet de thèse? Alors, je propose, professeur Bengozi, au regard de votre expérience, vous avez dirigé de nombreuses thèses de DBA. Eh bien, non, c'est une très bonne question. Je l'ai déjà suggéré tout à l'heure très rapidement. En général, on vous demande au moment de votre inscription d'élaborer un projet de thèse. Mais c'est vrai que bon, quand on arrive un peu comme ça, sans y avoir beaucoup plus pensé, sans être encadré, on peut avoir plusieurs sujets à l'esprit, soit des sujets qui nous préoccupent, qui vous préoccupent, soit des questions auxquelles concrètement vous êtes arrivé. En fait, le projet de thèse, à partir de cette intuition initial, il va être retravaillé avec le professeur référent, le directeur de thèse, au fil des différentes interactions que vous allez avoir avec les enseignants que vous rencontrerez dans le cadre dans le cadre du cursus. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, un bon projet de thèse, un bon sujet de thèse, c'est une question pertinente et c'est une question pour lesquelles on attend des réponses. On attend et auxquelles on est confronté comme gestionnaire, comme manager, à quel que soit le titre. Tiens, ben, j'ai un sujet, j'ai un problème que je rencontre et pour lequel j'ai l'impression de ne pas trouver des solutions dans la littérature, quand je regarde les articles, j'écoute éventuellement des différents spécialistes, etc. Je pense que c'est aussi ça un bon sujet. C'est un sujet pour lequel on a finalement une question. Dans question, il y a un point d'interrogation à la fin. Et un projet de thèse, il faut qu'il y ait une question à la fin. Et puis ensuite, ça se travaille pour savoir est-ce que c'est la bonne façon de poser la question ou pas. Comment aborder ce sujet-là, de quelles informations on va avoir besoin, de quels matériaux on va avoir besoin, comment on va traiter ces éléments-là, est-ce qu'il faut aller chercher des chiffres, est-ce qu'il faut faire des entretiens, est-ce qu'il faut faire des observations sur le terrain, dans le cadre, etc. Donc c'est un peu ça qui va se construire progressivement tout au long notamment de la première année du cursus. Merci, merci professeur Jean-Magnossi. Alors, j'ai reçu une seconde question qui est pour le docteur Lamarck. Comment choisit-on son directeur de thèse? Ah oui. Alors, oui, c'est une excellente question aussi. Alors, en ce qui me concerne, ça a été assez facile parce que j'étais parti dans l'idée, à tort ou à raison, d'aller chercher un directeur ou une directrice de thèse spécialisée dans mon domaine. Il se trouve que j'avais eu accès à la littérature du professeur Bérangère Deschamps, qui est une experte dans le domaine. Et il m'a semblé que ça serait une bonne idée d'être supervisé par elle. Et ça s'est avéré d'ailleurs être une vraie bonne idée par la suite, puisque on a eu une collaboration qui était
qui était vraiment riche. Et je dois dire que le professeur Kalika a joué un rôle important puisque, ne connaissant pas personnellement le professeur Deschamps, j'ai demandé au professeur Kalika d'intermédier la relation, si on peut dire, pour reprendre un terme qui nous est cher en fusion-acquisition. Et donc, c'est le professeur Kalika qui a fait la démarche, qui a demandé au professeur Deschamps si elle avait la possibilité et si elle trouvait de l'intérêt à superviser ma thèse. Les choses se sont faites comme ça. Alors, ça, c'est la force de l'organisation en réseau. On a plus de 150 professeurs, mais parfois, lorsque les sujets sont très spécialisés, dans votre cas, si ma mémoire est bonne, il s'agissait de la négociation des reprises d'entreprise. C'est ça, des négociations. Bon. C'est ça. Et donc, dans ce cas-là, nous n'avions pas dans nos enseignants un spécialiste de cette question-là. Et comme on est une organisation en réseau, ben, on a pris contact avec un professeur spécialisé. Ça se produit assez fréquemment. En fait, la démarche d'identification du directeur de thèse, c'est une démarche d'ajustement mutuel. Lorsque le projet de thèse du doctorant est clarifié, on transmet, en général, c'est le professeur référent d'ailleurs qui fait cela. Le professeur référent transmet à des collègues dont il pense qu'ils sont susceptibles d'être intéressés par le projet de thèse, transmet le CV du candidat et transmet le projet de thèse. Et ensuite, une discussion s'engage. Oui, il y a trois manières de faire, si j'essaie de résumer. Il y a la première, celle présentée par le docteur Lamarck, c'est-à-dire finalement, je repère dans la littérature quelqu'un qui correspond exactement au type de travail que je veux faire, etc. Et dans ce cas-là, au niveau de l'encadrement, on est capable d'aller solliciter cette personne-là en lui disant, bah, tiens, oui, est-ce que vous seriez intéressé, que ce soit à l'intérieur du Business Science Institute ou à l'extérieur. La deuxième façon de faire, c'est ce qu'évoquait le professeur Kalika, c'est de se dire finalement le professeur référent qui va dire sur votre sujet, c'est vraiment telle personne qui serait la plus indiquée, ou ce que je fais souvent, je dis voilà, il y a 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressantes pour vous, regardez, commencez à lire leurs papiers, etc. On en reparle et puis on les sollicite et vous les rencontrez pour vérifier. Et puis la troisième façon, c'est que vous allez voir au fil de votre formation, vous allez avoir l'occasion de rencontrer différents enseignants, soit parce qu'ils interviennent dans les modules, dans les cursus, soit parce qu'ils vont interagir avec vous, vous les aurez vus dans des jurys de thèse, dans des jurys de certificats, etc., ou dans des comités de suivi. Et donc, ça peut être aussi, tiens, il y a tel professeur, il n'est pas forcément spécialiste de mon domaine, mais ça pourrait être intéressant de faire ma thèse avec lui. Donc, on a finalement plusieurs solutions qui fait que l'ajustement, pour reprendre le terme qui a été évoqué à l'instant par le professeur Kalika, se fait en général de façon assez simple et fluide dans les premiers mois du cursus. Ça ne sert à rien de se précipiter. Bah, il vaut mieux attendre et trouver la bonne personne avec qui, à la fois, sera pertinente sur le sujet et avec lesquelles les interactions se passeront mieux. Merci, professeur Bengozdi. Il y a une question complémentaire. Est-ce que le sujet de thèse doit absolument être lié à notre activité professionnelle? Alors, ça n'est pas formellement, ça n'est pas une obligation formelle, c'est une recommandation directement liée à notre expérience. L'idée est que si votre sujet est lié à votre expérience professionnelle, eh bien, vous avez un accès au terrain, un accès aux données, vous avez une expertise, vous avez une expérience sur ce sujet et vous allez gagner du temps dans la réalisation de votre projet de thèse. C'est donc pas une obligation formelle, mais c'est plutôt un conseil. Ensuite, il est vrai que certains doctorants choisissent des sujets qui peuvent être en partie déconnectés de leur activité professionnelle, mais il y a toujours un point qui est très important dans le choix du sujet de thèse. Un DBA, c'est une thèse qui doit produire de l'impact. Donc, c'est une thèse qui a un fondement conceptuel, bien évidemment. C'est une thèse qui a un fondement empirique, lié à un terrain, lié à des données collectées, à des enquêtes, à des comptes rendus de réunion, à des données qualitatives ou quantitatives. Mais ce travail de thèse, il doit déboucher sur des recommandations managériales. Il n'y a pas de thèse de DBA sans recommandation managériale. Et donc, c'est d'ailleurs la caractéristique du DBA par rapport à d'autres doctorats. Et donc, c'est en ce sens que l'on conseille plutôt de choisir un sujet
qui est en lien avec votre activité professionnelle. Mais c'est quelque chose qui dépend avant tout des candidats, puisque c'est le candidat qui choisit son sujet de thèse, hein, bien évidemment. Alors, oui, professeur Bengozi. Oui, peut-être juste pour compléter deux choses. Quand on parle d'activités professionnelles, ça peut être éventuellement, ça peut arriver, des activités dans lesquelles vous êtes investi en tant que bénévole, dans des sociétés associatives, etc., dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine sportif, pourquoi pas, on a des exemples, etc. Donc, c'est votre expérience de manager, mais à ce moment-là, vous l'exercez dans un autre élément. Deuxième point pour lequel c'est important d'avoir un lien aussi avec votre expérience professionnelle, c'est dans la manière de valoriser ensuite votre DBA. C'est clair que si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous faites un doctorat en philosophie, je dis n'importe quoi, ça sera beaucoup plus difficile à la fois de développer votre travail de le terrain, ça vient d'être évoqué, mais aussi de le valoriser ensuite en termes de légitimation de votre activité, etc. C'est aussi ça qui fait que souvent, la reconnaissance, hein, si je reprends le graphique présenté par le docteur Lamarck, il a plus de sens s'il y a un lien entre à la fois ce que vous produisez comme savoir et ce que vous produisez comme pratique de gestionnaire. Alors, je propose dans le temps qu'il nous reste de dire quelques mots sur le Business Science Institute et sur le programme de DBA. Nous sommes une organisation sans but lucratif créée il y a une dizaine d'années maintenant. C'est une organisation en réseau international focalisée uniquement sur le DBA. Nous n'avons qu'un seul programme. On considère que la spécialisation est un facteur d'efficacité. On est un des 12 programmes au plan mondial à être accrédité par l'AMBA. On est également certifié par l'IRAFPA, qui est un organisme suisse qui nous a décerné le certificat Responsible Doctoral School, ce qui est important en termes d'intégrité académique aujourd'hui. Nous avons un partenariat assez ancien avec l'Université de Lyon, avec l'IAE de Lyon, pour la délivrance d'un double diplôme, et également un partenariat avec l'ICN pour un groupe en Sustainable Innovation Management. Une de nos caractéristiques, c'est de publier des ouvrages, même si, comme l'indiquait le docteur Lamarck, on publie également des articles académiques. Les professeurs écrivent des ouvrages, vous en avez certains dans le fond de mon écran, et les docteurs, après la soutenance, publient également des ouvrages. On a en quelques années publié 55 ouvrages, et on est le seul programme au plan mondial à être un éditeur d'ouvrages liés au DBA. On est donc un créateur de connaissances et notre programme est un programme qui est abordable en dépit de sa qualité et de sa reconnaissance. On l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce point-là. On est une organisation réseau. Tous nos professeurs sont des professeurs qui peuvent diriger des thèses, qui sont qualifiés, qui publient des ouvrages, des articles au plan international. Le programme s'organise, et ça va être le cas du groupe de Paris qui démarre début février, s'organise en 3 grandes phases. La première grande phase, ce sont les 5 séminaires de 3 jours, une quinzaine de jours au total, qui donnent les outils, les concepts pour préciser le sujet et trouver le directeur de thèse. La deuxième phase, c'est la phase de collecte de données, c'est aussi la phase sous la supervision d'un professeur, d'un directeur de thèse, c'est aussi la phase de lecture, et la troisième phase, bien évidemment, c'est la préparation de la thèse et c'est la fin de l'écriture. Chaque année, on organise un séminaire international où se retrouvent à la fois les doctorants, les professeurs, les alumni. On avait plus de 180 personnes présentes cette année, la dernière semaine de Luxembourg. C'est un double diplôme, c'est-à-dire c'est à la fois le diplôme du Business Science Institute, mais également le diplôme de l'Université de Lyon. Nous délivrons l'exécutif DBA et l'Université de Lyon délivre son DBA. Ces 2 diplômes sont indépendants, mais ils sont liés à votre travail de thèse et à une seule soutenance que nous organisons. On indique toujours, et je reprends cette formule, que le DBA, c'est plus qu'un diplôme. Le DBA, c'est une opportunité de créer de l'impact. C'est la raison pour laquelle on a créé un prix de l'impact managérial, DBA Managerial Impact.
Et ce prix a été, les thèses qui sont primées sont très fréquemment citées. L'une d'elles a été citée dans le Financial Times au mois de juillet. Elle porte sur les achats responsables dans le secteur de l'horlogerie en Suisse. Et puis une autre thèse a été reconnue, primée par l'Association de gestion des ressources humaines au plan international. Donc, c'est un point qui est pour nous très important. Le DBA est un générateur d'impact. Ça va au-delà du simple diplôme. Pour candidater, il faut au minimum 5 ans, mais la moyenne d'âge est 45-46 ans, et puis un MBA ou un équivalent. La process est très simple. Vous envoyez votre CV. Dans les 2 jours, vous devez recevoir une réponse. Dans le CV, vous précisez quelle est votre situation, votre expérience managériale, les diplômes. Et si vous recevez un avis favorable, eh bien, à ce moment-là, il y a un processus d'inscription qui se fait en ligne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un échange informel avec le professeur référent ou avec moi à tout moment, avant de déposer votre dossier et avant l'entretien tout à fait formel. Voilà ce que l'on souhaitait vous dire, et en vous indiquant que le DBA est vraiment un processus de transformation individuelle, mais qui génère de l'impact à la fois pour les individus, pour les entreprises et pour la société. Nous allons, pour terminer ce webinaire, je vais passer la parole au docteur Thierry Lamarque pour un mot de conclusion. Qu'est-ce qui vous a le plus transformé à l'issue du programme? Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre comportement de manager, de dirigeant d'entreprise? Alors, plus globalement, je pense que on ne sort pas indemne d'un programme de ce type-là, mais dans le bon sens. Hein, dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. On ne réfléchit plus tout à fait de la même façon en définitive. Autant un MBA vous donne accès à une boîte à outils avec des outils existants, des matrices, des modèles et autres, et on sort d'un MBA. Moi, j'avais suivi mon programme de MBA à l'ESCP à l'époque, et on sort d'un programme de MBA avec des outils et des certitudes, alors que lorsqu'on suit un programme de DBA, la boîte à outils, c'est à vous de la créer. C'est vous qui allez mettre les outils dedans, en définitive. Et vous n'allez pas sortir de là indemne parce que vous n'allez pas sortir de là avec des certitudes, mais avec des doutes. Ce qui est le propre de la recherche scientifique, a priori, parce que j'ai pu en comprendre. Donc c'est transformatif, effectivement. On ne voit plus les choses de la même façon, on ne capte plus l'information sans remettre en cause un certain nombre de choses, hein, le doute, hein, encore une fois. Ça permet de prendre beaucoup, beaucoup de recul. Et puis sur le plan professionnel, bon, j'ai indiqué comment j'avais pu valoriser de multiples façons ce diplôme-là et ce programme-là. Donc sur le plan professionnel et managérial, il y a eu un avant et un après pour moi, clairement. Clairement. Même si j'avais publié déjà quelques ouvrages avant de démarrer le programme, mais c'est véritablement une transformation importante sur le plan professionnel. Professeur Bengotti, un mot de conclusion? Ben, je peux pas dire grand-chose de plus, hein. Docteur Lamarck a tout dit. Je pense que c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire puisqu'on n'a pas l'occasion d'approfondir et d'aller au fond des interrogations qu'on peut se poser comme individu, comme personne, sur sa pratique, sur son métier. Après quelques années d'expérience, avec le nez dans le guidon, ça a été dit, on sait qu'il y a des choses, etc. Et puis, c'est important à ce moment-là, à la fois de pouvoir prendre du recul, d'aller au fond et d'exploiter finalement tout son potentiel de création intellectuelle, d'élaboration, etc. Et c'est ce que permet le DBA. Et puis, ça a été dit, il y a un avant et un après. Il y a des docteurs, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas docteurs. Merci, professeur Bengozi, merci, docteur Lamarck. Pour tous nos participants, un grand merci d'avoir assisté à l'ensemble de ce webinaire. Vous notez que nous sommes toujours disponibles pour organiser une réunion téléphonique ou un Zoom si vous avez besoin de conseils au moment où vous réfléchissez. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter
nous sommes, bien que nous ayons de très nombreux doctorants managers qui viennent de très nombreux pays, nous demeurons disponibles parce que cette disponibilité est un des facteurs clés de succès de notre programme. Voilà, merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.